avec vous sur Sud Radio. On a pris un petit peu de retard, mais on est là néanmoins pour les débats, pour commenter cette actualité bien chargée. Je crois que c'est Alexis Poulain qui provoque cette actualité. À chaque fois qu'il vient, il y a une actualité de dingue. C'est soit la faute des Russes, soit ma faute. Hein. Voilà, ça, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, et vous êtes également éditorialiste sur RT France. Samuel Lafont, bonjour. Vous êtes porte-parole de Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour. Et oui, la campagne est lancée, donc nous recevons tous les courants, tous les partis qui souhaitent se présenter. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, et vous êtes également fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Et Jean-Luc Benamias, bonjour, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Et très bonne année à tous, meilleurs vœux à vous tous également. Je crois que ça va être une émission un peu monosujet. On va revenir sur les propos d'Emmanuel Macron dans le Parisien ce matin. Je veux emmerder les non-vaccinés. On va revenir sur cette phrase et puis sur ses conséquences. Est-ce que finalement ça peut lui être profitable? Je pose la question de façon assez provocante. Et puis la question aussi du pass vaccinal et des tests. À quoi ça sert aujourd'hui vu le nombre de contaminations? Bref, tous ces sujets avec vous. Coup de cœur, coup de gueule. Jean-Luc Benamias, on commence avec vous. Ouais, j'ai un coup de cœur par rapport aux enseignants, aux institutrices dans le monde scolaire. Une rentrée pour eux absolument, me semble-t-il, parce que j'en ai parlé avec pas mal d'enseignants ou d'enseignantes, absolument ingérable. Comment gérer ils ont déjà beaucoup à faire, c'est déjà compliqué de l'éducation nationale. Je pense à la gestion en primaire, mais aussi à la gestion en collège. Comment gérer tout ça quand on a des cas de Covid dans son administration par rapport à ses autres enseignants, quand on est en manque à peu près de tous les moyens pour les gestes barrières? Voilà, je pense qu'elles sont débordées. Voilà, c'est un coup de cœur pour eux. Clairement, j'ai rarement entendu le milieu enseignant aussi anxieux par rapport à la situation, mais pas que par rapport à la situation du Covid, mais par rapport au manque de moyens. Et le peu de considération, et on l'a vu quand le ministre, M. Blanquer, a donné les consignes à 17h un dimanche. Oui, absolument. Vous avez raison. Et il y a un fonctionnement très, très compliqué pour les enseignants. Michel Taube. Pardon. C'est à croire que le ministre de l'Éducation nationale a vraiment voulu emmerder les enseignants en leur adressant un protocole le dimanche soir à 17h sur un site payant en plus, donc il fallait être abonné pour pouvoir le découvrir. Vraiment, on dirait qu'ils se sont donné le mot, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que la communication est pour le moins étrange. Je vais juste faire une précision. On me dit oui, vous donnez votre avis, les journalistes doivent pas leur. Alors je ne suis pas journaliste, je suis animatrice et je pense qu'aujourd'hui, on a tout à fait le droit de prendre position et d'avoir des avis. Et je vois pas pourquoi je ne donnerais pas mon avis. Voilà, on est dans une émission de débat. Quand je fais une interview, c'est différent. Là, on est dans une émission de débat, donc que les choses soient claires. Et je n'ai pas de carte de presse, donc j'emmerde ceux qui ont la carte de presse. Voilà, ça va être le mot. Valérie, oui, Jean-Luc. Le métier de journaliste n'est pas de ne jamais donner son opinion, absolument. Parce que sinon, je ne sais pas très bien comment je pourrais écouter un journal télévisé sur TF1 ou France 2 le soir. Clairement, les opinions, on les a tous les soirs. Et c'est des opinions relativement unilatérales. Absolument. Bon, c'est un métier. Moi, j'ai été journaliste de métier. Je donnais mon opinion. Mais je disais quand je disais mon opinion. Je pense qu'on l'entend. Et voilà. Et puis, c'est pas la carte de presse qui fait le journaliste non plus. Voilà. Non, je dis je suis animatrice. Non, je m'estime journaliste. Je pense que c'est mon métier. J'en suis fière. Mais je pense qu'on peut donner son avis. Pardon. Alors, Michel Taube, vous, c'est un coup de gueule sur les jauges, c'est cela ? Bah oui, écoutez, c'est quand même hallucinant et je pense que c'est un très très bon condensé. Alors ça tient sur une photo, mais je vais décrire la photo. C'est vraiment un très bon condensé des anomalies et des contradictions de la politique de l'exécutif. Comme vous le savez, l'exécutif a réintroduit des jauges dans toutes les grandes manifestations qui brassent beaucoup de public, dont notamment les matchs de foot. Et hier soir, il y avait donc le 16e ou le 32e de finale entre le RC Lens et l'équipe de Lille, et le stade contient 40 000 places. Et donc, comme le gouvernement a décidé de réduire à 5 000 maximum le nombre de participants à un événement de masse,
Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont? La seule solution qu'ont trouvé, alors qui? Les organisateurs du match, le club de Lens, le préfet en relation avec le club de Lens, ils ont regroupé les 5000 spectateurs dans une seule tribune. Et donc, dans un stade de 40 000 places, où on aurait pu mettre chacun des participants, des 5000 personnes, à 10 mètres les unes des autres, minimum, voire 15-20 mètres les unes des autres. Ils les ont toutes regroupées dans une seule tribune, serrées comme des sardines dans une boîte de sardines. C'est vraiment scandaleux. Il y a Didier Roustan, que j'aime beaucoup par ailleurs, parce que j'ai grandi avec Didier Roustan comme amateur de foot télévisuel, qui a publié, qui a posté cette photo hallucinante, où encore une fois, la jauge est complètement inutile si on regroupe tout le monde dans une seule tribune. Donc c'est vraiment se moquer du monde. Je pense que moi, si j'étais une des 5000 personnes qui étaient dans la tribune, je porterais plainte pour mise en danger de la vie d'autrui contre les organisateurs du match, parce que le fait de les avoir regroupés dans une tribune, c'est vraiment mettre les personnes en danger, et c'est, je trouve, un très très bon condensé des anomalies. On aurait très bien pu dire, vous pouvez être 20 000 sur 40 000 en mettant chacun à 1 mètre ou 2 mètres les uns des autres, et vous auriez eu 5 fois plus de personnes qui ont été heureuses de participer à un événement collectif, tout en respectant les gestes barrières. Et là, on ne le respecte pas, et on applique une mesure administrative absurde, ridicule. C'est vraiment extrêmement grave. Incohérente, et c'est tellement parlant, je trouve, des incohérences de l'exécutif actuel. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant, la suite des coups de cœur, des coups de gueule, et puis évidemment la petite phrase d'Emmanuel Macron dans l'interview qu'il a accordée, enfin l'interview, question-réponse avec des lecteur du Parisien. Tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Michel Taube, fondateur du site d'information Ensemble contre la peine de mort, Alexis. Qu'est-ce que j'ai dit? Du site d'information Ensemble contre la peine de mort. Non, mais pourquoi pas? Opinion internationale, voilà, peut-être que vous pourrez, voilà. Et Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste sur RT France toutes les semaines, et Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour. Évidemment, la phrase d'Emmanuel Macron, j'emmerde les non-vaccinés, je veux les emmerder. Et puis la petite phrase aussi qui est moins commentée, où il dit, j'ai très envie de me représenter. C'est une manière de dire qu'il va se représenter. Oui, il le dit dans l'interview. On continue avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Peut-être une réaction sur ce qu'on a entendu dans le journal sur Djokovic, donc qui pourrait avoir une dérogation de complaisance pour sa participation à l'Open d'Australie. Oui, ça montre que quand les lois sont stupides, il suffit de désobéir. Djokovic, il a de la chance, c'est une star, donc il peut le faire. Mais si à un moment vous dites, oh non, écoute, je vais boire debout au comptoir, en fait, voilà, puis je vais me bouffer dans le train. Pourquoi toi et pas lui? Non, mais il suffit de désobéir, c'est très simple. Ouais, mais ce que Djokovic oublie, c'est qu'il arrive dans un pays qui a été parmi les grandes démocraties dans le monde, qui a été parmi les plus durs dans la politique de lutte contre le Covid, puisqu'en Australie, ils ont eu des mois et des mois de confinement quasiment absolu. Et donc, je pense que c'est pour ça que le gouvernement australien réagit avec autant de force, et qui, à mon avis, il refusera que Djokovic joue s'il n'est pas vacciné. Pas sûr, c'est en passe d'être accepté. Bah ouais, mais je pense qu'il y a aussi une autorité des gouvernements, et je trouve pas normal que les fédérations sportives aient plus d'autorité que des gouvernements. Il arrive sur le sol australien, où des millions d'Australiens ont été confinés pendant des mois. On peut le discuter, mais c'est la réalité de ce pays-là, et je pense que ça va vraiment être très très difficilement accepté par. Il risque de se faire siffler par le public. Ça va être chaud. Peut-être acclamé par le public parce qu'ils vont voir en lui un héros de la libération, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien n'est certain. Rien n'est certain. Et moi, je vois mal Djokovic ne pas jouer. Donc, il faut voir que. On va s'intéresser à ce qui se passe en France aussi au niveau de liberté, parce que là on parlait des libertés pour l'Australie, mais on va voir aussi, à mon avis, on en reparlera avec Macron, mais je pense qu'on ne mesure pas les changements dans l'opinion qui sont en train de se passer et qui peuvent être très soudains, parce que ce qu'a fait Emmanuel Macron hier soir, j'en profite de faire mon coup de gueule, c'est extrêmement grave, ses propos dans le Parisien. Macron n'a jamais été aussi dur contre la racaille, il n'a jamais été aussi dur contre les violeurs, il n'a jamais été aussi dur contre les égorgeurs islamiques, et il explique à des Français
qui ne sont plus des citoyens, c'est extrêmement grave. Et je pense qu'on va encore en parler pendant des jours et des jours, et que si Emmanuel Macron a fait avec sa sortie un pari pour l'élection présidentielle, il a fait un très mauvais pari et qu'il va le perdre. Bon, on va en reparler dans un tout petit instant. On va revenir évidemment sur cette interview dans le Parisien. Alexis Poudin, vous aviez un coup de gueule. Oui, ça rejoignait un peu le coup de gueule sur les jauges stupides dans les stades où on entasse les supporters. Il y a les partiels en ce moment à l'université. Il y a eu des images de la fac de Bordeaux, d'Aix, des partiels. C'est 400 élèves entassés à moins d'1 mètre de distance, évidemment, pendant des heures dans des salles sans aération, sans filtre à air, sans rien. On n'en parle pas. La ministre Vidal n'en parle pas non plus. Faut surtout pas en parler. Si le gouvernement était sérieux dans la lutte contre le Covid, les partiels ne seraient pas organisés de cette façon-là. Donc on voit bien que c'est un jeu, en fait, avec les Français, un jeu pour installer des mesures qui n'ont rien de sanitaire, puisque là, les partiels, clairement, les étudiants ont commencé à hurler en disant mais c'est pas possible de faire ça en réalité, en pleine vague Omicron. Donc c'est un choix. C'est un choix volontaire. C'est un choix aussi de cacher ces réalités. Les étudiants qui voulaient filmer et partager ces images étaient menacés. Donc on est là dans un jeu de théâtre, tout simplement. Ouais, enfin, ça rejoint un petit peu ce que disait Michel Taube sur les enseignants. C'est pas sérieux. Cette gestion de crise n'est pas sérieuse. Tout à l'heure, mais il y a un concept. Il y a un concept. Oui, Michel Taube, puis après. C'est plutôt moi qui ai parlé des enseignants. Oui, c'est vous qui avez parlé des enseignants, pardon. Absolument. Michel parlait des jauges, pardon, je mélangeais. Des jauges, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, lorsque une administration décide sciemment de regrouper dans un même espace fermé, clos, où il n'y a certainement pas des mesures de l'air et des mesures de protection, il y a mise en danger de la vie d'autrui. Si l'on en croit, si on en croit, et je le crois, cette vague, cette poussée épidémique foudroyante de l'Omicron. Donc, il y a vraiment mise en danger de la vie d'autrui. Donc, c'est extrêmement grave que l'administration, que ce soit dans le stade de foot ou, ce qui est quand même beaucoup plus grave parce que ça concerne beaucoup plus de monde, des milliers d'étudiants, on les met en danger, littéralement. Ouais. Et c'est vraiment... Surtout qu'en même temps, l'administration universitaire, et la ministre, Madame Vidal, qui avait largement disparu d'ailleurs, demande aux étudiants, pour les cours, d'être en distanciel. Oui. Ce qui est quand même compliqué au bout d'un certain temps. Je pense aux étudiants de première année et de deuxième année, sur 2 ans d'affilée, la façon dont ils commencent leurs études universitaires est absolument insupportable pour eux. C'est-à-dire que tout ce qui existe comme initiative collective qu'on peut avoir en faculté est totalement dispersée. Il y a une difficulté là aussi. Alors c'est moins une difficulté pour les enseignants de faculté qu'en enseignant en primaire, au collège et ainsi de suite. Mais quand même, on est dans une situation incroyable. Et là, voilà. Et en même temps, on fait des partiels en plénière. Tout vient d'être dit, à mon avis, dans l'expression en même temps. On sait que c'est l'expression d'Emmanuel Macron. Et en fait, ce que voient les Français, qu'ils soient vaccinés ou pas vaccinés, qu'ils soutiennent Emmanuel Macron ou pas, c'est qu'en fait, les mesures du gouvernement Macron sont de plus en plus absurdes et que surtout, elles ne sont pas pérennes. Et en fait, au début, Emmanuel Macron a prétendu être stratège, présenter quelque chose aux Français sur le long terme, et en fait on voit qu'ils changent d'avis systématiquement, et les Français ne peuvent pas supporter ça, parce qu'ils ne peuvent pas supporter, et ils ont raison, une limitation de leur liberté qui ne soit pas justifiée. Allez, on va marquer une petite pause et on va débattre, commenter, tenter de décrypter les propos d'Emmanuel Macron qui donc a critiqué les Français non vaccinés et a exprimé son souhait d'avoir très envie de les emmerder, les non vaccinés. Donc on va y revenir avec vous et vous pouvez nous appeler pour réagir 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi avec vous et avec autour de la table Michel Taube, Alexis Poulain, Jean-Luc Benamias et à nouveau Samuel Lafond, donc porte-parole de Reconquête, le pari peut-être d'Éric Zemmour avec nous. Voilà, les deux. Emmanuel Macron donc dans un entretien aux Parisiens aujourd'hui
aujourd'hui exprime sa critique envers les non-vaccinés, son souhait. Il dit qu'il a très envie d'emmerder les non-vaccinés. Il a répondu pendant plus de 2 heures aux questions de cette lecteur du quotidien. Alors, le quotidien resitue dans le contexte cette interview, explique qu'il a répondu à une infirmière qui disait qu'elle en avait ras-le-bol d'avoir des non-vaccinés, de voir l'hôpital accueillir des patients non-vaccinés et qu'elle n'en pouvait plus. Donc, le journaliste du service politique du Parisien recontextualisait en disant c'était une interview, c'était du tac au tac, et ça explique le mot. Mais l'Élysée relit l'interview, donc ce mot d'emmerder, je pense qu'ils avaient tout à fait conscience de ce que ça provoquerait, Alexis Poulain. Oui, c'est lamentable. C'est ce président qui n'est rien, qui n'est nulle part, qui change de costume en fonction de ses interlocuteurs. Et là, il a décidé comme il répondait au lecteur du Parisien, de faire un peu populo. Donc il dit, vous n'aurez plus le droit de boire à canon, je vais les emmerder. Mais ça marche pas. Ouais. C'est pas un personnage d'Audiard. Emmanuel Macron, c'est rien. C'est un consultant de cabinet de conseil. C'est quelqu'un qui n'existe pas et qui va finir dans les poubelles de l'histoire avec cette sortie parce qu'elle est indigne d'un président de la République. Il faut le redire. C'est pas des mots. C'est des mots qu'on peut dire évidemment comme ça entre soi. Mais lui est président de la République. Il est garant des institutions. Ouais. C'est-à-dire que son rôle, c'est d'assurer la sécurité de tous les Français. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit la politique du bouc émissaire, c'est-à-dire montrer du doigt une partie minoritaire de la population, les non-vaccinés, qui restent à définir, puisqu'à 2 doses vous n'êtes plus vaccinés aujourd'hui, en disant aux autres, ceux-là, c'est eux qu'il faut emmerder. C'est eux qu'il faut vraiment emmerder. Une politique du bouc émissaire, on sait comment ça commence, on sait aussi comment ça finit. Dans la guerre civile et dans le sang. Les paroles de ce président, elles sont inadmissibles. Alors, inadmissibles. Question et à laquelle je n'ai pas la réponse. Je précise que quand je pose des questions, c'est pas forcément mon opinion. On fait un peu d'explication de texte, donc je pose des questions pour provoquer des réactions, pour essayer de comprendre un petit peu. Et la question, c'est, mais est-ce que toutes ces discussions qu'on entend à la télévision, ne sont pas des discussions d'entre-soi et qu'il y a 80% des Français qui sont vaccinés et que finalement il exprime peut-être, et c'est le pari peut-être que fait Emmanuel Macron, de se dire que moi je vois sur Twitter, quelqu'un nous dit les ânes incultes, on leur parle comme ça, bravo monsieur Macron, en service réanimation les non-vaccinés sont 17 fois plus nombreux que les vaccinés, emmerdant non. Alors évidemment on a une tonne de réactions également sur Facebook qui à l'inverse disent l'inverse, que c'est scandaleux. Donc je vous pose la question. C'est très simple. Alors peut-être Samuel Lafond. Oui, c'est très simple. Alors, premièrement, si Emmanuel Macron considère qu'il est normal de parler comme ça au tac au tac, ça veut dire que c'est ce qu'il pense véritablement. Ça veut dire qu'en tant que président de la République aujourd'hui, il est censé être président de tous les Français, il est capable de dire qu'une partie des Français ne sont pas citoyens. Ouais. Ça n'a jamais été fait auparavant. Je répète, ça n'a jamais été fait auparavant. C'est extrêmement grave. Je rappelle également qu'Emmanuel Macron avait expliqué que le terrorisme islamique ne mettait pas en dehors de la communauté nationale. Ça veut dire qu'on pourrait poser la question aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on est peut-être plus citoyen quand on égorge des gens que quand on n'est pas vacciné. Mais c'est complètement délirant. Et honnêtement, si Emmanuel Macron ne revient pas rapidement sur ses propos, je pense qu'il va le payer très cher. Et les Français auront raison de lui en vouloir parce qu'il est inadmissible qu'Emmanuel Macron méprise autant les Français. Il a déjà montré son mépris. Je ne vais pas revenir sur tous les sujets, mais sur les gilets jaunes notamment, il a refusé de comprendre les gilets jaunes au début. Il a refusé de comprendre que de très nombreux Français ont du mal à boucler les fins de mois. Il a refusé de voir que les Français en ont assez de voir leur pouvoir d'achat baisser. Il a refusé de voir que les Français, en fait, voient les services publics disparaître dans la ruralité en France périphérique. Il a refusé de le voir, il les a méprisés. Et aujourd'hui, il recommence avec le mépris en insultant des Français. C'est extrêmement grave. Alors, Jean-Luc ou Michel, oui, Jean-Luc Benamias, allez-y. Je repense aux déclarations d'Emmanuel Macron le 31 au soir, où il s'excusait pour les phrases malhabiles qu'il avait utilisées plusieurs fois. C'était pas le 31, c'était dans l'interview face aux 2 journalistes de TF1 où il avait dit qu'il avait compris et qu'il regrettait effectivement d'avoir été brutal. Vous voyez par là que je n'ai pas écouté en fait les vœux du président. Voilà. Et mille excuses pour cette erreur. Non, mais c'est pas grave, vous êtes pardonné. Il n'est que factuel. Bon, on voit par là que c'est du baratin, parce que clairement. Effectivement, vous l'avez dit, Valérie, c'est relu un interview. Donc, si on veut pas que ça passe, on dit non. Là, on va refaire la phrase, on supprimera la question. Et dans ces cas-là, le Parisien l'aurait supprimé, bien évidemment. Et ça me paraît normal, par ailleurs. Voilà, c'est la stratégie de la tension que ça met dans un pays qui est déjà largement sous tension. Je ne sais pas où ça va finir tout ça, parce que clairement, on le voit.
encore une fois, je le répète, je suis vacciné, machin. Mais moi, je considère pas que les non-vaccinés sont mes ennemis. Je considère qu'ils ont une pensée. Alors, je suis pas avec les complotistes, mais d'autres, bon, ils ont pas envie, et qui n'a pas autour de soi, au niveau familial élargi et au niveau de ses amis, qui n'a pas des gens avec qui nous sommes obligés non, que nous rencontrons et qui nous disent non, je ne me vaccinerai pas. Alors on a beau être pédagogique et ainsi de suite, ça existe. Les mettre au banc de la société française est totalement inacceptable. J'ai déjà dit sur Sud Radio, je le répète. Juste, une auditrice me dit, mon fils hier soir a cru que c'était, Camille, elle nous dit, a cru que c'était un fake. Et c'est vrai que moi j'ai envoyé l'interview, un extrait à des gens qui m'ont dit, mais qui dit ça, c'est pas possible. Et c'est vrai que la première réaction a été de dire, mais c'est pas possible que le président de la République parle comme ça. Michel Taube. Alors, moi, je suis pour la vaccination du plus grand nombre. Et je suis pour l'obligation vaccinale. Et lorsque j'entends le président de la République tenir ses propos, le plus scandaleux, c'est pas j'ai envie de les emmerder. C'est d'avoir ajouté un petit peu plus loin que ceux qui ne sont pas vaccinés ne sont pas des... Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable, et un irresponsable n'est plus un citoyen. Voilà, donc c'est la fin de la phrase, n'est plus un citoyen. Et ça, c'est vraiment extrêmement grave. Grosso modo, Emmanuel Macron a pris les non-vaccinés pour des anti-vax. Et il a mélangé les deux. C'est un peu ce qu'on est, non ? Quand on n'est pas vacciné, c'est qu'on est anti-vax, non ? Non, il y a des gens qui ne peuvent pas être vaccinés pour les médicaments. Il y a des non-vaccinés. C'est une minorité. C'est une minorité. Non, je pense qu'il y a des non-vaccinés qui sont dans le doute, qui sont inquiets. Qui sont anti-vax, donc ils sont contre le vaccin. Il n'y a pas de nuance, soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Non, un anti-vax, c'est presque un militant de la non-vaccination. C'est des personnes qui s'engagent politiquement contre le système de santé publique. Et je pense qu'Emmanuel Macron, en une seule phrase, a ruiné tous les efforts de persuasion, de conviction, d'aller vers les personnes qui ne sont pas vaccinées, notamment parmi les plus fragiles et les personnes les plus âgées. En une seule phrase, il a encore une fois démonétisé toute possibilité d'argumentation en disant « vous êtes des cons », grosso modo. Et ça, franchement, c'est gravissime de la part du chef de l'État. Et vous allez voir l'effet que ça va avoir. C'est pour ça que moi, je suis très triste, c'est que ça va freiner l'effort de vaccination. Peut-être, oui, la façon de brutaliser n'est certainement pas la bonne, mais politiquement, je ne sais pas quelles conséquences ça va avoir. Je vois une remarque sur quelqu'un dit un président ne devrait peut-être pas dire ça, mais après plus d'un an de pédagogie qui apparemment n'a pas pris, quel autre langage pourrait-on utiliser ? Car 15 sur 10 malades, il y en a 9 qui ne sont pas vaccinés. C'est autant de perte de chance pour les autres malades. Et donc, comme ils sont en situation de faiblesse, c'est le moment de les montrer du doigt et de dire que c'est de leur faute, cette pandémie. Mais enfin, c'est scandaleux. Ils sont en situation de faiblesse de quoi ? Mais parce qu'ils sont en réanimation, par exemple. Mais là, on ne parle pas des non-vaccinés. On parle des non-vaccinés. Les non-vaccinés se mettent en danger en ne se vaccinant pas. Voilà, c'est un choix. Bon, après, c'est un choix. Comme boire de l'alcool, c'est parfois un choix. Sauf quand on devient alcoolique. Non, boire de l'alcool, être alcoolique, c'est une addiction, c'est une maladie. Non, ils ne se mettent pas uniquement en danger. Ils mettent aussi en danger la collectivité. Parce que lorsque vous avez 90% des personnes en réanimation qui sont non vaccinées, vous avez de plus en plus, et c'est la raison pour laquelle le président de la République a aussi tenu ses propos, c'est que vous avez de plus en plus de soignants qui disent il y en a marre d'avoir à supporter les conséquences de personnes irresponsables, c'est beaucoup de soignants qui le disent, qui arrivent en service de réanimation en disant « Ah, si j'avais su, je me serais vacciné. » Bah oui, mais en attendant, ils sont en train d'engorger les services de réanimation. Je veux dire, si le président de la République avait vraiment voulu emmerder les non-vaccinés, comme il le dit, ils avaient qu'à annoncer le non-remboursement des frais médicaux suite à l'hospitalisation en cas de refus caractérisé de se faire vacciner. Mais évidemment, c'est pas vers là qu'on va aller. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même... Il y a quand même un manque de responsabilité de la part des non-vaccinés. Mais ce n'est pas une raison de les insulter. Non, un tweet, Henri de Bourgard dit « Le plus dramatique, ce n'est pas qu'il emmerde certains Français, c'est qu'il en ait très envie. Ce n'est pas une exigence sanitaire, c'est un caprice. » Gilles William Golnadel dit « Moi, président, j'emmerderai uniquement les criminels, les délinquants, les illégaux qui envahissent mon pays, pas ceux qui ont le droit, même à tort, d'avoir peur. Et puis tiens, j'éviterai de parler comme dans la cour de récré. » Absolument. Alors, ça n'a plus rien de sanitaire.
Mais non, ça n'a jamais rien eu de sanitaire. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul. Parce que là, évidemment, on parle beaucoup de Covid depuis plus d'1 an. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y aura une vie après le Covid. Et si on a un président de la République qui se permet d'insulter comme ça les Français, ce n'est pas anodin. Et votre candidat qui fait un doigt d'honneur? Comment? Non, mais j'ai envie de dire, honnêtement, on va parler après d'Éric Zemmour. Non, mais pas du tout. Vous savez, il a répondu à quelqu'un qui l'a agressé. Mais là, on va vous dire qu'Emmanuel Macron répond à quelqu'un qui... Attendez, mais c'est pas du tout du même niveau. Pardon, mais c'est pas du tout du même niveau, véritablement. Non, mais il y a eu la polémique aussi. J'entends, mais je me permets d'insister. Ce n'est pas du tout du même niveau. Et la stratégie d'Emmanuel Macron, on l'a bien compris, c'est de faire de la présidentielle, de faire du sujet principal de la présidentielle le Covid et qu'on ne parle que de ça. Parce que comme ça, on ne parle pas de son bilan, on ne parle pas de son mépris des Français envers les gilets jaunes, on ne parle pas de l'immigration massive, on ne parle pas de l'insécurité, on ne parle pas en fait de tous les sujets qui intéressent les Français, quelle que soit leur préférence, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, mais en tout cas on ne parle pas des autres sujets. Il veut qu'on ne parle que du Covid. Et moi j'ai envie de dire, là Emmanuel Macron, il nous permet aussi d'une certaine manière de sortir de son piège, mais donc il ne faut pas qu'on se laisse nous-mêmes, qu'on se reste dans le piège de cette stratégie tout Covid. La réalité c'est qu'il faut qu'on parle de tous les autres sujets, de la liberté des Français, du pouvoir d'achat, de l'insécurité, de l'immigration. Et d'ailleurs, Éric Zemmour l'a dit il parle de tout. Dans cette interview, il aborde plusieurs sujets. Il ne parle pas que du Covid. On sait très bien que ce qu'il veut mettre en avant, c'est ça. Et d'ailleurs, Éric Zemmour le dit très nettement. Il a fait une tribune dans laquelle il explique que sur le Covid, en fait, on ne peut pas accepter de mesures qui ne soient pas pérennes, qu'il y a beaucoup de décisions qui en fait ne sont plus sanitaires, qu'on va avoir de l'absurde, et qu'en fait, il faut penser de la suite, il faut penser sur le long terme. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron, qui se présente comme un homme stratège, en fait, ne l'est pas du tout, qu'il impose aux Français des mesures de plus en plus absurde, et on peut très bien voir un retournement de l'opinion publique. Et encore une fois, j'insiste, on va passer après le Covid. Il faut voir sur le long terme. Et donc dans les 3 mois, dans les 100 jours, on est dans une crise sanitaire à laquelle il faut répondre. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on a 100 jours pour choisir quel sera notre président de la République. Et en fait, ce président sera élu pas pour 3 ou 4 mois, mais pour 5 ans. Et on aura beaucoup de sujets à gérer. Et il ne faut pas laisser Emmanuel Macron piéger les Français avec un seul sujet. Oui. Qui veut Alexis Poulain? Moi, je crois que par 2 fois dans cette interview, il dit je veux pas mettre les non-vaccinés dans des prisons et les vacciner de force. Par 2 fois, il le dit. Donc, on voit bien qu'il y a aussi une stratégie de peur. Ça fait 5 ans que ce pays est dépressif, est en burn-out, est malheureux, maltraité par un gouvernement qui maltraite Non, mais je suis désolé, c'est vrai. On est malheureux. Depuis qu'Emmanuel Macron est président, il n'y a pas de joie. Alors, il y a le Covid, vous allez me dire, certes, mais au-delà de ça, c'est une personne qui gouverne par la peur, par la vindicte, par la division de manière permanente. Et là, il vient de dire, non mais et par la violence. Et là, il vient de dire, par ces mots, j'aimerais emmerder les non-vaccinés, qu'il foule au pied le pacte républicain, liberté, égalité, fraternité. C'est fini. On est dans un autre régime. Les masques sont tombés. Alors on masque les enfants de 6 ans, mais pour Macron, c'est clair, il a enlevé les habits de président, il a mis les habits de tyran. Tyran au sens historique. Le tyran, c'est celui qui s'arroge tous les droits parce qu'on est en période de crise. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Avec l'aval du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, et avec l'aval aussi des oppositions qui sont inexistantes et en dessous de tout. Ces mots-là d'hier d'Emmanuel Macron, quand il dit « je vais emmerder les non-vaccinés », ils appellent la destitution immédiate d'un président qui n'assure plus la sécurité de tous les Français. Alors, je vous lis, et c'est Christine Bouillot qui me l'envoie, elle me dit il faut lire le passage en entier. Il dit ma responsabilité c'est que le pays ne se désunisse pas dans ces débats-là. Le fait même que l'on pose la question du refus de soins pour des gens non vaccinés est un drôle de virus, et ça c'est l'immense faute morale des anti-vax. Ils viennent saper ce qu'est la solidité d'une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable n'est plus un citoyen. C'est la phrase complète. Moi je vois un seul irresponsable, il est à l'Élysée. Un président ne devrait pas dire ça. Ses propos sont irresponsables. Ses propos sont irresponsables. C'est lui l'irresponsable. Il n'a pu être président dès aujourd'hui. Or, je vois aucune motion de censure du gouvernement. Où personne ne parle de destitution de ce président. On dit on attend 4 mois. 4 mois, c'est énorme. Le mal que peut faire Emmanuel Macron à ce pays en 4 mois, je vous dis pas. Là, on en parle. On n'est que le 4 janvier. Ce président est capable de sortir, d'insulter les Français. Dans 4 mois, je ne sais pas de quoi il sera capable. On va en débattre, et appelez-nous 0826 300 300 si vous voulez réagir, nous dire ce que vous pensez de cette interview du président de la République. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on parle de cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui dit qu'il a très envie d'emmerder les non-vaccinés. Il répondait à une soignante, à une infirmière qui lui disait qu'elle n'en pouvait plus. Il y a les termes qui sont
le mot emmerdé, effectivement, qui, encore une fois, je précise que ça a été relu par l'Élysée, donc c'est à dessein que ça a été employé et laissé comme ça, Samuel Lafond. Pour qui se prend-il ? Véritablement, pour qui se prend-il d'insulter comme ça des Français ? Je crois qu'Emmanuel Macron a oublié qu'il est censé être le président de tous les Français, quelles que soient leurs opinions. Quelles que soient leurs opinions, qu'ils soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord avec Emmanuel Macron. Là, ce que cherche à faire Emmanuel Macron, c'est de préparer sa réélection en clivant au maximum et en espérant être au second tour et passer à 50% des voix plus une et repartir pour 5 ans. Moi, j'alerte vraiment les Français qui nous écoutent, tous les auditeurs de Sud Radio, à ne pas se tromper. Il y a de très nombreux sujets. Quand on va voter pour un président pour 5 ans, et donc on ne doit pas se laisser avoir dans la stratégie d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Benamia, c'est politique, cette phrase qui n'est évidemment pas anodine. Je suis pas sûr que... Je comprends plus, là. Je vois pas du tout, de toute façon, on a employé le mot pédagogie. Depuis le début de la crise du Covid, je ne vois pas une once de pédagogie dans les politiques gouvernementales et dans les politiques du président de la République. Ça n'a été que contradiction, que complexité. Il n'y avait jamais... On pourrait faire le bilan, ça pourrait dire... Ça ferait au moins 200 pages sur toutes les erreurs qui ont été commises, qui étaient de l'anti-pédagogie pour expliquer aux gens dans quelle situation nous nous trouvions. Clairement, à ce niveau-là, je l'ai dit tout à l'heure, comment mettre encore plus de tension dans un pays déjà sous tension. Enfin, la crise des Gilets jaunes, elle a existé, elle a été gigantesque. Elle s'est réglée par des violences policières réellement extrêmement fortes, par de la peur, de l'angoisse. Le Covid s'est rajouté à cela. Peur et angoisse. Et il y a de quoi, évidemment, être angoissé. Le rôle d'un gouvernement, le rôle d'un président de la République, c'est de tranquilliser. C'est pas de mettre de la tension. Et à ce niveau-là, là, on atteint le summum. Et vous l'avez redit, Valérie, ça a été relu. Donc, je ne comprends pas. Je vois pas où ça veut en venir. Cette présidentielle est dans 3 mois et demi. On a maintenant un champ politique en désastre, dévasté, avec des candidatures de division partout, absolument partout. Alors Alexis Poulain, Alexis et puis après Michel Taube. Les responsabilités sont partagées. Il faut voir que pour Emmanuel Macron, le Covid a été l'opportunité d'affaiblir l'état de droit, de continuer dans un régime d'exception permanent, c'est inacceptable, avec l'aide des institutions, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, qui ont validé des mesures. Non, mais laissez-moi finir, des mesures anti... Non, il faut prendre un peu de hauteur. Là, ce qu'on vit, c'est historique et c'est inédit. Et on a des oppositions politiques qui ne sont pas à la hauteur. Ce que fait Emmanuel Macron est inadmissible. Ce qu'il dit est inadmissible. Le pass vaccinal est inacceptable. C'est en finir avec la République, tout simplement. Un régime démocratique également, où là est malmené. Les débats tels qu'ils ont été menés à l'Assemblée nationale, il faut voir, le ministre Véran était hors de lui parce que les députés ont choisi d'aller se coucher et de ne pas voter en catimini à 5h du mat comme d'habitude. C'est parce que la démocratie mérite de la transparence. Les citoyens doivent savoir la façon dont ils sont traités, la façon dont est maltraité l'état de droit. Enfin, il faut prendre de la hauteur. Il y a un plan derrière. C'est pas le pass vaccinal, on s'en fout du vaccin. Derrière, c'est quoi? C'est le contrôle et la société de vigilance. Cette société, elle n'est pas souhaitable. Elle doit être dénoncée dès maintenant et son avènement doit être empêché. Mais ça ne vous a pas échappé que c'est partout dans le monde. Hein. Mais je dis bien, c'est partout dans le monde. Et on a même Davos qui a planifié le truc avec le Great Reset. Vous dénoncez la politique de la peur, mais vous inventez l'éditorialisme de la peur. J'invente rien. Mais Michel, j'aimerais juste à un moment prendre un peu de hauteur. J'invente rien. Ce plan tel qu'il se déroule. Non, juste vous exagérez. Non, j'exagère rien du tout. Regardez, on peut pas vivre pendant 2 ans sous un état d'urgence permanent et l'accepter. Ça veut dire qu'on a changé de régime. Ça veut dire qu'on a changé de régime. Et regardez les mots du président. Ça veut dire qu'il se sent pousser des ailes, qu'il est capable de dire ces choses-là parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir ou d'organisme de contrôle. Quand je dis qu'on a affaire à un tyran, on a affaire à un tyran. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut employer les mots maintenant. C'est sûr que les atours de la Ve République permettent à un président de la République de jouer aux apprentis tyrans. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et que l'actuel hôte de l'Élysée en a abusé à plusieurs reprises depuis qu'il est chef de l'État. Mais 2-3 choses. D'abord,
je trouve que dans ces passages de l'interview du président de la République, il y a effectivement chasser le naturel et revient au galop. Il y a une forme de mépris de sa part vis-à-vis des personnes avec lesquelles il n'est pas d'accord. Il l'avait déjà manifesté avec les Gilets jaunes et son assourdissant silence les 3 premières semaines de la mobilisation des Gilets jaunes. Il était tellement écœuré de voir des personnes qu'il n'avait pas vu venir occuper l'espace public qu'il ne savait même pas comment réagir. Donc, je trouve qu'il y a un mépris dans son attitude. Il y a aussi un infantilisme qui est hallucinant. Enfin, j'ai l'impression de lire les propos d'un ado attardé. J'ai envie de les emmerder, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ne peut pas tenir lieu d'une politique publique. On n'est pas effectivement dans une cour de récréation. Après, il y a un bon papier, je trouve, d'Arnaud Benedetti dans le Figaro qui parle avec Macron d'un trumpisme des élites dans la formule qu'a employée le président de la République. Et là, on rigole plus parce que je pense véritablement que Emmanuel Macron, non seulement il clive la société française, mais là, il la divise, il la coupe en 2 et en 1000 morceaux. Parce qu'effectivement, il donne l'impression qu'il y a une élite macronienne qui gouverne le pays et que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle sont en fait des gens qui sont à mépriser, qui sont en fait des cons, qui ne sont dignes que d'être emmerdés. Donc cette attitude, elle est psychologiquement, en termes de psychologie politique, si cette formule a un sens, elle est absolument ravageuse. Enfin, et le dernier point, ce par quoi j'ai commencé, mais je veux vraiment insister là-dessus, il y a surtout de la part du chef de l'État une responsabilité politique majeure qui a d'ailleurs provoqué un séisme cette nuit à l'Assemblée nationale à cause de cette seule phrase. Bien sûr, oui, on l'a pas rappelé ça que... À cause de cette seule phrase, la Macronie était tellement gênée par ses propos d'une rare violence que les bancs du gouvernement étaient vides pendant 1h30 à l'Assemblée nationale. Et qu'ensuite, ils n'ont même pas été capables de revenir au débat et que ceux-ci ont été suspendus pour 24 heures. Tout cela à cause d'une seule phrase de mépris, parce que les propos du chef de l'État sont totalement irresponsables. Et enfin, le dernier point, j'aimerais quand même le redire, ce qui est dramatique, c'est que l'objectif qui devrait être le seul objectif du gouvernement, c'est de convaincre les non-vaccinés d'aller se faire vacciner. Parce que s'il n'y avait pas eu autant de personnes vaccinées, nous aurions déjà une explosion du système hospitalier, nous aurions beaucoup plus de morts. Donc le seul objectif de convaincre les non-vaccinés a été ruiné dans une seule phrase parce qu'il a pris les non-vaccinés pour des personnes c'est complètement idiot. On a une auditrice qui voulait réagir, Diane de Perpignan. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oui, je vais intervenir parce qu'en fin de compte, il a ce qu'il veut. Réellement, depuis hier, il a ce qu'il veut. On parle que de lui, que de ses propos, que de ce qu'il en a. Il y a un mois et demi, quand Zemmour, là, il a commencé à parler, tout le monde parlait des élections. Et après, il a remis tout sur le Covid, et maintenant, c'est redevenu sur le Covid. On ne parle plus de politique, on parle que du Covid et de lui. C'est vrai. Et de lui. Donc, il est arrivé à ce qu'il voulait. Et puis, je voulais vous demander, il n'a pas une enquête sur qui gère le Covid? Je crois que c'est bien des sociétés américaines. Donc, est-ce que c'est pas eux? Parce que c'est un peu le trompisme de la provocation. Est-ce que c'est pas eux qui ont bien géré, qui gèrent le Covid? C'est pas lui. Donc j'aimerais voir combien ça nous coûte. Et c'est pas lui qui gère la France, c'est l'Europe. Parce que le drapeau, il était bien fier de le mettre là où il l'a mis. D'ailleurs, il l'a redit voilà, dans l'article. Il est fier d'être européen, mais il n'a pas dit qu'il était fier d'être français, il n'a jamais dit. Mais il est fier d'être européen. Donc, moi, je vous dis, si là, 5 ans, il repasse pour 5 ans, je pense qu'il n'aura plus rien à perdre parce qu'il ne pourra pas se refaire. Et là, on va morfler. Oui, alors voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Diane, d'être intervenue. Je vous rappelle, vous pouvez le faire, 0826 300 300. Je voulais vous faire écouter Damien Abad, qui était ce matin l'invité de la matinale de Sud Radio. Voilà la réaction des DLR. Je trouve cela d'un populisme froid, calculateur, qui montre que le président de la République a fait une rechute, alors qu'il avait fait une émission télévisée il y a quelques jours pour dire qu'il aimait les Français et qu'il ne voulait plus ces petites phrases. Mais la vérité, c'est que le naturel revient au galop. Mais tout ça est fait de manière très calculée, avec une seule volonté, le calcul politicien permanent et la fracturation de la société française. Moi, je considère que quand on est président de la République, quand on est candidat, on est là pour rassembler les Français,
et pas pour les fracturer en permanence, qui fait que le président de la République tombe dans le camp des populismes avec Madame Le Pen et avec Monsieur Zemmour. Calcul, bon. C'est un calcul politicien, dit Damien Abad. Il y a un point important qu'on n'a pas abordé. Samuel Lafont. On parlait d'infantilisme tout à l'heure. Je pense que la deuxième phase de la pièce, c'est l'infantilisation. Il faut regarder ce que disent les Français sur les réseaux sociaux, et pas que, mais notamment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui reprochent à Macron de leur parler comme à des idiots, de leur parler comme à des gamins. Et ça, c'est extrêmement grave de la part d'Emmanuel Macron, parce que clairement, il pense avoir raison, et on le disait le mot tout à l'heure, les Français qui ne pensent pas comme lui sont vus comme des idiots, comme des cons, comme des gens qu'on peut mépriser. Mais ça, c'est inacceptable, parce que clairement, on parle des élections, je reviens sur les élections, mais il ne faut pas que les Français acceptent de se laisser traiter comme des idiots. Vous l'avez dit 3 fois. Mais c'est fondamental. Vous êtes en campagne pour Éric Zemmour, on a entendu. Mais c'est fondamental, c'est fondamental. On parle du fait que là, il met le Covid sur la table et qu'on ne parle pas des élections. Et moi, ce que je dis aux Français, c'est que, quoi qu'ils pensent, il ne faut pas qu'ils laissent Emmanuel Macron les insulter et les mépriser ainsi. Alors, on a Jean-Pierre en ligne avec nous également. Bonjour Jean-Pierre, vous nous appelez de Marseille. Oui, bonjour. Là. Oui, bonjour. En fait, je vous appelais parce qu'effectivement, je considère les propos d'Emmanuel Macron comme proprement scandaleux, insultants et inadmissibles. Et il devrait appeler au moins une partie des citoyens français à se soulever contre ce type de paroles. En ce qui me concerne, je ne suis pas du tout anti-vax par principe. J'ai toujours fait mes vaccins jusqu'à présent. J'ai simplement quelques doutes sur, si vous voulez, les conséquences à moyen ou long terme de ces vaccins qui ont été quand même faits avec une certaine rapidité. Et effectivement, et donc une partie de surcroît a été éliminée du marché. Donc c'est un choix personnel. En ce qui me concerne, bon, j'ai attrapé le Covid avec une forme plutôt légère, tant mieux, mais je ne suis pas pour l'instant favorable à la diffusion massive de ces vaccins tant qu'on n'aura pas suffisamment de recul sur leurs effets, au minimum à moyen terme. Et pour l'instant, effectivement, on n'a pas de données à ce sujet. Je peux vous donner juste donc il y a des milliards de gens qui ont été vaccinés déjà, et juste ce qu'expliquait quelqu'un de l'Institut Pasteur, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire prouvé sur des vaccins sur le long terme. Sur le long terme, d'une manière générale, sur le principe du vaccin. Ceux-là, ils n'ont pas, juste pour dire, ils n'ont pas été faits. On n'a même pas plus de 2 ans de recul, donc on ne peut pas connaître leurs effets à plus long terme. Oui, mais pour assurer, si c'est possible, pour assurer l'auditeur, et encore une fois, c'est le travail que devrait faire le chef de l'État plutôt que d'insulter les Français, c'est de dire par exemple que je m'étonne, et c'est extrêmement grave, 2 choses qui sont vraiment gravissimes. La première, il y a 1 mois maintenant, que l'autorité européenne du médicament a validé un vaccin qui n'emploie pas les méthodes de l'ARN messager, qui emploie des méthodes plus classiques et qui justement peut-être être une solution pour des Français qui sont de ce que moi j'appelle des vaccinosceptiques, et ils ont le droit de l'être, qui ne croient pas ou qui ont des doutes ou qui sont inquiets face aux méthodes, aux nouvelles technologies employées par l'ARN messager. Pourquoi l'Agence française du médicament n'a toujours pas validé ce vaccin plus classique qui a été validé encore une fois par les autorités européennes? Ce n'est pas normal, c'est inadmissible. Et la deuxième chose qui est inadmissible et qui est gravissime, et il y avait encore un article dans Le Monde ce matin extrêmement complexe, mais qui grosso modo disait la même chose. Figurez-vous qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas à l'AP-HP, parmi les centaines de milliers de personnes qui sont contaminées par le virus, s'ils contractent le virus Omicron ou le virus Delta. Et c'est très important de le savoir, parce qu'on voudrait savoir si parmi les personnes qui sont hospitalisées en soins critiques, il y a des personnes qui ont été contaminées par le virus Omicron. Or, contrairement aux Anglais et aux Américains qui ont fait énormément d'efforts pour la traçabilité, pour le séquençage des virus, en France, on est très, très, très en retard. Que fait le gouvernement pour rattraper ce retard? Voilà ce qu'il doit faire pour rassurer les Français et pour pouvoir convaincre de nouvelles personnes de se vacciner. C'est de travailler et ce n'est pas de les insulter. Jean-Pierre, vous, ces déclarations, vous les avez prises comment du président de la République? Ça vous a braqué? C'est-à-dire qu'effectivement, elles vont avoir un total contre-effet. C'est-à-dire que j'étais déjà sceptique, effectivement, sur la vaccination. Et alors là, je suis totalement remonté maintenant contre le fait que je vais devoir me faire vacciner. Et qu'en plus, simplement parce que le président de la République a envie de m'emmerder. Non, mais c'est vrai, c'est probablement inadmissible. J'entends, Jean-Pierre. Non, mais écoutez, je veux dire, à ce jour, on n'a toujours pas trouvé de vaccin contre le sida.
Et là, en l'espace de quelques mois, on a mis au point des vaccins tous azimuts. La plupart des labos, notamment étrangers, se sont lancés dans la fabrication de ces vaccins. Et alors que pour le sida, pour l'instant, on n'a rien de véritablement efficace en dehors des traitements. Et les traitements eux-mêmes, effectivement, contre les formes de Covid, n'ont toujours pas été véritablement mis sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a des traitements quand même qui maintenant existent. Mais ce que je déplore, oui, il y a notamment des traitements français. Notamment des traitements français comme Xenotera, qui n'a toujours pas été absolument. validé, parce que l'administration est très en retard. Et la responsable de cette entreprise disait que, comme par hasard, elle avait énormément de mal à obtenir des réponses du gouvernement français sur la diffusion de ce traitement, alors qu'il est a priori tout à fait au point, et qu'elle n'obtenait pas de réponse à ses demandes de mise sur le marché, etc. Donc c'est absolument anormal. Tous ces éléments et le fait qu'on ne recherche pas véritablement de traitement et qu'on essaie massivement de développer et de diffuser les vaccins me paraît également anormal. Donc, si vous voulez, moi, je ne suis pas du tout anti-vax par principe. J'aimerais effectivement qu'on investisse autant dans la recherche de traitement que dans l'élaboration de vaccins. Et effectivement, ce qui me rend quand même sceptique, il y a quelques vaccins, malgré tout, qui avaient été mis sur le marché à l'origine et dont on n'entend plus vraiment parler. Donc, le Johnson & Johnson ou je ne sais lequel, effectivement. Et dernière chose, il y a quand même pas mal de scientifiques et notamment des médecins, et notamment un médecin que j'ai entendu hier sur Sud Radio, le professeur Clavry, qui est à Marseille également, qui ont quand même un certain nombre de doutes sur l'efficacité de l'utilisation des vaccins et de manière systématique. Alors merci Jean-Pierre de nous avoir appelé, Jean-Luc Benamias. Ouais. Bon, merci, au revoir. Jean-Pierre, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes Marseillais tous les deux, mais j'ai exactement la même attitude que vous. C'est-à-dire, je suis vacciné, mais je suis évidemment sceptique. Et je pense qu'il faudrait que le gouvernement entende que chez les vaccinés qui vont continuer à l'être, le scepticisme existe aussi. Et qu'on doit nous répondre par rapport à cela sans ignorer le fait que des doutes peuvent exister. Non pas sur le fait que ce vaccin serait mauvais, mais sur le fait que ce vaccin ne répond pas à toutes les questions posées par le Covid. Et si on n'écoute pas ça, c'est l'incompréhension, me semble-t-il, qu'a le gouvernement de mettre d'un côté les vaccinés qui seraient géniaux, parfaits, et les non-vaccinés. Moi, cette séparation ne me va pas. Et donc, ce scepticisme, je l'entends et je l'écoute. Pour faire suite à ce que disait Jean-Luc Benamias à l'instant, vous savez, il y a un passage de l'interview d'Emmanuel Macron qu'on n'a pas encore commenté. Quelqu'un qui lui pose une question sur le vote obligatoire. Macron lui répond très rapidement, mais vous êtes obsédé par les obligations. Il faut réussir ensemble à bâtir de la confiance. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Et bien effectivement, monsieur Macron, la confiance, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Et là, ce que disait Jean-Luc Benamias, c'est qu'il y avait également des Français vaccinés qui étaient sceptiques. La question de la confiance était extrêmement importante en politique. Elle est centrale. Il y a évidemment de nombreux Français qui ne faisaient pas confiance à Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de Français qui ne vont pas lui faire confiance, parce qu'aujourd'hui, c'est une partie de la population qui est insultée, qui est méprisée. Demain, ça peut être une autre partie de la population. C'est la seule chose dont on est sûr aujourd'hui avec Emmanuel Macron, c'est qu'il est prêt à insulter de très nombreux Français, des millions de Français, alors qu'il est censé être le président de tous les Français. En tout cas, je pense... Pardon. Alors, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, c'est un peu mono-sujet aujourd'hui. J'aurais bien aimé qu'on parle du pass sanitaire également, mais Alex, si vous vouliez rebondir sur ce qu'on disait. Oui, parce que je crois qu'il ne faut pas perdre de vue. Là, on va commenter pendant 24 heures, 48 heures, la sortie indigne d'un président qui est en dessous de tout, qui ne respecte pas ses devoirs. Si n'importe quel responsable politique avait sorti cette phrase « j'emmerde les non-vaccinés », il serait déjà disqualifié pour l'élection présidentielle. Parce que c'est Emmanuel Macron, on a des médias aux ordres, on a une presse de cour qui est là pour essayer de sauver le soldat Macron, alors qu'il est indéfendable sur ce coup-là. Indéfendable. Aujourd'hui, on ne devrait pas débattre sur ces mots, on devrait avoir des parlementaires responsables qui s'unissent pour destituer et faire une motion de censure de ce gouvernement et destituer ce président indigne de sa fonction. Ah, mais on ne peut pas destituer le président de la République. On est dans un régime... Dans un régime, dans une démocratie. Oui, et bien justement, dans une démocratie, quand un président est capable de sortir des mots qui portent en eux le germe de la guerre civile, eh bien la démocratie réagit et éloigne ce danger pour la démocratie. Aujourd'hui, pour moi, Emmanuel Macron, c'est un danger pour la démocratie.
aujourd'hui. Et on n'est pas à la hauteur du moment historique. Quand je dis on, c'est tous, les journalistes, les politiques. Aujourd'hui, c'est pas, on va parler de la petite phrase en disant que c'est un coup politique, c'est bien joué, il va se mettre les vaccins dans la poche, etc. Non, c'est des mots qui ne doivent pas être prononcés par un président de la République. Point. Ça, je pense et donc, qu'est-ce qui est l'action derrière ça? C'est bloquer ce passe vaccinal et 2, organiser une procédure de destitution. Ce serait dans une démocratie idéale. Alors. Ne faites pas du Macron en méprisant autant votre adversaire politique. Je veux dire par là que Emmanuel Macron pas, je parle de démocratie et de respect de l'état de droit. Macron a dit une énormité qui en dit très long, effectivement, sur sa psychologie, sur son mépris de beaucoup de Français et sur, effectivement, et son manque de hauteur. Et voilà, il n'est pas. Non, mais on peut faire semblant que tout va bien. De la fonction, mais de là. Non, mais tout va pas bien, mais la présidentielle, c'est dans 3 mois et demi. Oui, c'est dans 3 mois et demi. En 3 mois et demi, il peut faire beaucoup de mal à ce pays. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que cette phrase-là, je ne pense pas qu'on va en parler pendant 2 jours. On va en parler pendant toute la campagne des présidentielles. Oui, non, c'est marquant. Je pense que c'est un véritable tournant. Je pense que c'est un véritable tournant politique pour Emmanuel Macron, que ça va avoir des conséquences dans les sondages, qui d'ailleurs, à mon avis, surcotent largement Emmanuel Macron depuis des mois. Et ça, c'est un autre problème des instituts de sondage, mais c'est un véritable problème. Je pense qu'effectivement, ça peut être le moment d'un début de dévissage du chef de l'État dans les sondages. On verra. Oui, mais en tout cas, moi, c'est parce que je ne peux pas imaginer que le président de la République ait pris ce risque-là, en sachant ce que ça allait provoquer, sans avoir calculé le retour. Alors, c'est un pari qu'il fait, mais c'est un pari risqué. Justement, c'est indigne. Non, mais c'est indigne. Mais je n'en sais rien. J'ai pas d'autre mot que l'indignité du non-respect de la fonction présidentielle. J'ai un message simple pour les Français. Il y a quelqu'un qui va passer un mauvais quart d'heure cet après-midi, c'est Jean Castex, que les parlementaires exigent d'avoir à la tribune de l'Assemblée à 15h. Je pense qu'on va bien rigoler cet après-midi. Mais j'ai un message simple pour les Français. Chers Français, vous êtes méprisés, vous êtes insultés, vous êtes pris pour des idiots par Emmanuel Macron. Et vous avez une chance incroyable. Dans moins de 100 jours, vous allez pouvoir vous exprimer. Que vous soyez jeune, que vous soyez affecté. Mais Zoro est arrivé. On a compris. Les Français choisiront leur candidat. Mais ce qui est important, et on a une chance que ça n'arrive pas au tout début du mandat, parce que ça aurait été insupportable d'avoir Emmanuel Macron qui insulte des millions de Français, qui les méprise, qui dit qu'il veut les emmerder dès le début du mandat. Là, on est à moins de 100 jours, et il faut le prendre comme une chance d'une certaine manière, parce qu'on va pouvoir s'exprimer, et j'invite les gens à ne pas s'abstenir et à dire ce qu'ils ont à dire, parce que sinon ils vont reprendre. Parce que sinon ils vont en reprendre pour 5 ans. Ouais. Ils vont en reprendre pour 5 ans. S'ils en reprennent pour 5 ans, ça voudra dire que les Français ont voté pour lui. Ils veulent encore 5 ans d'insultes. Oui, mais ça veut dire qu'ils auront voté pour lui. Et bien tous ceux qui s'abstiennent ne doivent pas s'abstenir. S'ils votent pour lui, c'est que ça les satisfait quelque part. Mais parlons aux Français qui s'abstiennent. Si justement ils ne croient plus en la politique, eh bien j'ai envie de dire, intéressez-vous là à la politique, au moins pour quelques semaines, au moins pour quelques mois, parce que sinon vous allez subir ça pendant encore 5 ans, et c'est inacceptable. Ouais. C'est tout le problème de la Ve République devenue un régime ultra-présidentiel. On ne peut pas tolérer, quand je parlais des habits du tyran, c'est bien le problème de cette dérive. Réforme après réforme, la Ve a perdu même l'esprit des lois. On a affaire à un régime ultra-présidentiel où le roi décide par décret, sous l'état d'urgence. Et puis maintenant, c'est Emmanuel Macron qui dit qui est un bon citoyen, qui est un irresponsable et donc un mauvais citoyen qui mérite la déchéance de nationalité. Quasiment, c'est inacceptable. Il faut sortir de cette infantilisation. Il faut aussi sortir du principe de dire que parce qu'on vote tous les 5 ans, la personne élue a tous les droits pendant 5 ans. Ça, c'est inacceptable également. Donc il faut organiser aussi des contre-pouvoirs, un régime parlementaire qui fonctionne, à des référendums d'initiative citoyenne aussi, une démocratie vivante. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est une démocratie quasi morte et Macron en profite. Et quand je parle de moment historique, c'est pas rien ce qu'il a dit hier. C'est pas rien. C'est la première fois qu'un président de la République chie sur son peuple de cette façon-là. Et j'utilise un gros mot pour faire écho à son insulte. Mais c'est pas normal. Camille me dit n'importe quoi. Ce sera une minorité si les présidents. Le système de vote est à revoir. Non, le système de vote est pas à revoir. Allez voter, allez aux urnes. Oui, mais ensuite, c'est la démocratie. Non, il faudrait aussi davantage de proportionnel pour que l'Assemblée soit représentative. Ce qui est à revoir, c'est le système de la Ve République. Oui, ça c'est autre chose.
au début, la Ve République disait le coup d'État permanent. Et c'est la Ve République qui est en fin de vie. Et la fin de vie sera longue, mais c'est qui est en fin de vie. Car si on ne respecte pas les votes de nos concitoyens, les votes précis de nos concitoyens, et je pense là évidemment à la proportionnelle, on a ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire une majorité de Pokémon qui lèvent le doigt quand on leur dit de lever le doigt quand ils sont présents. Absolument. Bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Vous voulez dire un mot encore, Samuel Lafont? Allez voter. Ouais, allez voter, c'est important. Et j'ai envie que... Pour Éric Zemmour, de préférence. De préférence, évidemment. Mais pour faire suite à ce que disait Jean-Luc Benamias à l'instant, à mon avis, il y a une vraie rupture en termes de confiance. Et c'est un mot extrêmement important politique, depuis ce qui s'est passé sur le traité européen. Et j'ai envie de dire, même si les Français aujourd'hui ont du mal à faire confiance aux politiques, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Et si Emmanuel Macron peut passer en étant minoritaire, c'est parce qu'il y a énormément de Français qui ne se mobilisent pas. Allez-y, allez voter pour les 2 tours de l'élection présidentielle. Faites-vous entendre. Ensuite, vous n'aurez peut-être pas le résultat que vous souhaitiez, mais au moins vous serez exprimé. Et vous pourrez décider d'avoir autre chose qu'un président qui méprise et qui insulte les Français au quotidien. Allez, ce sera le... Oui. Quelqu'un, Michel Taube, rapidement? Oui, moi je voulais dire aux non-vaccinés qui sont des personnes fragiles, en surpoids ou âgées, allez vous faire vacciner. Ce n'est pas une question de mépris, c'est une question de responsabilité. Et voilà ce que le chef de l'État aurait dû répondre à l'infirmière du Parisien qui l'a interrogé. Et non pas le mépris dont il a fait. Allez, merci à tous les 4, très bonne journée. Je pense que ça va continuer à débattre toute la journée sur Sud Radio, et à demain.